because change is not a destination, just as hope is not a strategy. Et bienvenue pour un nouvel épisode de Watchlist. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu particulier. On va reparler un petit peu de Chine, de Taïwan, et je vais vous montrer que j'ai un fort biais de confirmation. Oh, comme c'est bizarre! Parce que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, alors que à la base, je m'étais dit si le DPP gagne les élections, je réduis mes positions en Chine ou tout du moins je les gèle. Je suis profondément déçu. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. On va en parler. Alors, premier tweet, les indépendantistes du DPP devraient perdre la majorité parlementaire qu'ils détiennent depuis 2016 au profit du KTM, mais une majorité absolue est peu probable à ce stade. Suite donc au dépouillement des résultats, on a les résultats finaux qui donnent le Kuomintang à 54 sièges au Parlement, le DPP 52 sièges et le TPP 7 sièges. Donc, ça va être compliqué pour le nouveau président élu, parce qu'il n'a pas de majorité au Parlement. Par exemple, pour politique étrangère, il va avoir un certain poids, il a des marges de manœuvre, mais d'un point de vue purement politique sur l'île, c'est vraiment une victoire à la Pyrrhus pour le candidat du DPP. Au niveau des élections municipales et des élections régionales à Taïwan, en 2022. Donc le Kuomintang, qu'on voit en bleu, détient une grande majorité des communes taïwanaises, sauf celle du sud de l'île. Et donc on a vraiment une prédominance du Kuomintang sur les élections municipales de 2022, notamment New Taipei et Taipei City, qui sont vraiment le cœur politique et le cœur économique de l'île. Plus en détail, en ce qui concerne le Parlement, vous voyez que le DPP avait 62 sièges précédemment. Il passe à 51 sièges. Le Kuomintang avait 37 sièges, il passe à 52 sièges, et le TPP qui passe de 5 à 8 sièges, donc avec ces deux partis qui sont les grands gagnants des législatives et donc des élections parlementaires. Il nous a un peu pris pour des cons, quand même. Premier fait, le candidat indépendantiste, entre guillemets, du DPP, donc, a été élu, ce qui va tendre forcément, obligatoirement, les relations avec la Chine. En revanche, le parti perd la majorité au Parlement. Ce qui fait que si on prend une photo de la situation avant les élections, vous aviez un président, une présidente d'ailleurs, élue du DPP et un Parlement majoritairement du DPP, ainsi que des municipalités, des régions plutôt Kuomintang. Là, si on prend la photo après les élections, nous avons toujours un président qui appartient au DPP. En revanche, le Parlement est passé au Kuomintang et les régions et les municipales sont toujours Kuomintang et TPP, bien sûr. On peut considérer que ces deux groupes sont plutôt dans le même bloc, entre guillemets, encore une fois, pour schématiser grandement. Donc, si j'étais le gouvernement chinois, effectivement, le résultat ne me plairait pas. 祖国统一是历史必然。 En revanche, avant élection et du moment après les élections, la situation devient plus favorable pour la Chine. Je suis curieux de voir ce que ça va donner au niveau des places boursières, notamment celles de Chine et de Taïwan. À mon avis, ça va pas être très très bon. Ça ira pas. Il va me falloir beaucoup de temps pour que ça... Donc, est-ce que ça va nous donner une opportunité d'achat ? Peut-être, je sais pas. C'était important d'avoir ce point de vue avec les deux faces de ces élections, avec donc bien sûr le président élu, mais le Parlement. Et on sait bien que sans le Parlement, c'est difficile de faire une politique. Alors, La fête est finie, qui se les mains au-dessus de la tête ou on ouvre le feu. un petit tweet de Charles Gave, Institut des Libertés, qui rappelle que l'économie allemande est dans tous les mauvais secteurs. Une pénurie de main-d'œuvre se profile à l'horizon, ce qui pèsera sur les marges des sociétés. L'Allemagne va avoir le coût du travail le plus élevé au monde. Pour des raisons évidentes, le prix de l'énergie en Allemagne sera le plus élevé au monde, ce qui pèsera sur la compétitivité allemande. La plus grosse partie du potentiel industriel allemand est sur le sol allemand. Les sociétés locales ne pourront donc pas externaliser leur offre, ce que font depuis longtemps les sociétés françaises. L'épargne des années de prospérité a été investie dans des actifs, les obligations allemandes, où elle est en train d'être détruite, pour sauver le soldat euro qui est en état de mort clinique. La rentabilité des sociétés va donc se ratatiner. L'Allemagne est l'homme malade de l'Europe, elle a été agressée par la BCE et risque de mourir des milliers de coups de couteau qu'elle a reçus. Encore une victime du terrorisme qui sévit en Europe. Les temps qui viennent vont être durs, très durs pour les retraités allemands, et à mon avis, il vaut mieux pleurer dans une Peugeot que dans une Volkswagen. Au moins, nous n'avons plus d'industrie sur notre sol français. Pour regarder un petit peu ce que fait l'industrie allemande, je suis allé sur le site Travail en Allemagne, le site web officiel. Donc la mise à jour date de janvier quand même 2023, donc c'est intéressant. Donc bien sûr, l'industrie automobile, secteur de la santé, technologie communication, machines-outils, équipements industriels, industrie pharmaceutique, BASF, Bayer,
électrotechnique, électronique. Donc voilà les parties qui seront peut-être un peu moins compétitives dans le futur pour l'Allemagne vis-à-vis de la concurrence mondiale. Et on voit déjà que sur le quarter 2, quarter 3, le PIB de l'Allemagne est en train tout doucement de glisser vers des tendances négatives. Donc c'est pas tout à fait cool. Donc soyez prudents quand vous investissez sur des entreprises allemandes. C'est juste mon avis, hein. C'est pas une prédiction du tout. Je me contente de lire un tweet de Charles Gave et je vous donne des petites informations en plus. Mais si vous voulez vous forger un avis, allez faire vos recherches vous-même. La Chine. Donc j'ai fait un épisode quand même très axé Chine. Vous m'excuserez. Non. C'est un épisode, on va dire, biais de confirmation du CSRC chinois. Donc, l'objectif, c'est maintenir un rythme raisonnable et normalisé dans les introductions en bourse. Donc, ça, c'est important au niveau des IPO. Je suis actionnaire de HKEX, donc qui est la bourse de Hong Kong, comme notre Euronext. Donc, forcément, plus il y a de IPO, plus les résultats de HKEX seront bons. Donc, à demander aux sociétés cotées d'augmenter activement les rachats d'actions. Ça, c'est bon pour nous. Renforce le contrôle du paiement des dividendes des sociétés cotées. Aider les institutions à investir dans des conditions de marché défavorables. Et oui, actuellement, les conditions de marché sont pas favorables du tout. Donc, c'est un tweet qui date du 12 janvier 2024. CNWire, c'est un compte Twitter, enfin X que j'aime bien. Donc, je vous conseille de vous abonner à ce compte. Il donne souvent de très très bonnes informations. KPMG estime que le marché va rebondir en 2024 et va lever plus de 100 milliards de Hong Kong dollars et avec à peu près 90 IPO. Effectivement, les IPO en 2023, elles se sont complètement arrêtées. Donc forcément, ça va augmenter mécaniquement sur 2024. PricewaterhouseCoopers forecast 80 compagnies. Donc 80 entreprises seront listées. Ils sont d'accord avec KPMG sur les chiffres. On verra plus d'activité sur la seconde moitié de 2024. Donc vous voyez là cette courbe sur les deals et les IPO. Donc vous avez 70 deals seulement et 46 milliards d'Hong Kong dollars qui ont été levés. Donc ils espèrent à peu près 80 et 100 milliards, donc revenir au niveau de 2022. Qui n'était pas un niveau exceptionnel hein, si on regarde historiquement. Donc déjà, voilà, c'est vraiment le patient malade qui commence à revenir. Il y a une appétence des marchés du Moyen-Orient pour aller investir sur Hong Kong et notamment sur les IPO. Alors, une petite lecture du professeur Kei-Eugene à Harvard. Je vous invite à la regarder, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une très très bonne conférence, il y a un question-réponse à la fin. Et après, il y a une table ronde dans une deuxième vidéo. Donc, je vous le conseille vraiment si vous vous intéressez à la Chine. Dans sa conférence, elle a mis en avant 2-3 petites choses qui m'ont fait rigoler, donc que je vous partage. La première, c'est qu'elle a dit, oui, donc les États-Unis disent que la Chine, c'est pourri. Entre guillemets. Bon, c'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais moi je le dis à ma sauce. La tech chinoise, c'est vraiment du bullshit. Il n'y a pas d'innovation. En revanche, si on regarde le top 10 des apps qui sont téléchargées aux États-Unis, vous avez quand même pas mal d'apps qui sont chinoises. Vous en avez d'ailleurs 4. TikTok, vous avez Shine, vous avez Temu, et vous avez CapCut, qui ont le plus de downloads sur le top 10 sur 2024 aux États-Unis. Les compagnies Internet par revenu, donc vous avez les 10 plus grosses au monde. Donc vous avez bien sûr Amazon, Alphabet, Facebook, Pinduoduo, Alibaba, Tencent, Sunning, et ByteDance. Voilà, c'est assez rigolo de voir ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est pour montrer un petit peu le changement de paradigme. Donc Kei-Eugene explique en disant, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que Toyota, il y a 1 ou 2 années, a acheté des BYD et les a désossés complètement pour comprendre comment ils étaient arrivés à certaines innovations technologiques et comment ils étaient allés aussi loin d'un point de vue de l'innovation. Et ce qu'elle met en exergue, c'est que ce qui est excellent, ce qui est très très marrant, c'est qu'il y a 15 ans, les Chinois faisaient exactement pareil, mais avec les Toyota. C'est-à-dire qu'ils achetaient des Toyota, ils les démontaient pour comprendre comment ça fonctionnait, pour essayer de copier, hein, bien sûr. Donc on est passé vraiment d'une économie de copie à une économie d'innovation. Et c'est vraiment ce switch qui s'est passé en Chine, que nous en Europe, qu'on a du mal à appréhender. Pour nous, les Chinois, c'est des gens qui copient. Zéro innovation et ils font que copier. Sauf que c'est plus du tout le cas. Enfin, on l'a vu dans les autres vidéos, hein, ils sortent 1,5 million d'ingénieurs tous les ans. Les États-Unis,
États-Unis, c'est 250 000 ingénieurs par an. Juste d'un point de vue de la courbe du quotient intellectuel, vous avez un échantillon de 1,5 million de personnes contre 250 000 personnes. Vos probabilités d'avoir plein de gens brillants, elle est plutôt du côté du 1,5 million. C'est juste mathématique. Toyota, qui s'est allié avec BYD en collaboration, ils ont sorti un Sport Crossover Concept, donc qu'ils ont présenté cette année. C'est un concept car et il devrait être commercialisé à partir de 2025. Donc vous voyez le concept car, ça commence à avoir de la gueule. Kei Eugene, qu'est-ce qu'elle nous raconte sur donc ça c'est la vidéo donc de la table ronde qui a eu lieu après la conférence. Je vous présente des trucs, si ça vous intéresse de les voir, vous avez les références à aller écouter. Very impressive. Un autre sujet qui m'a bien intéressé, c'est donc un article qui a été publié par Wei-Jan Chan. C'est le chairman de PAG. PAG, c'est un fonds d'investissement asiatique. Et donc, il a sorti un papier dernièrement que je vais vous détailler. PDF, donc c'est le transcript d'une conférence qui a eu lieu en 2023, le 8 novembre, par Wei-Jan Chan. C'était « Est-ce que la Chine va continuer de croître ?» La source du Financial Times, il y a un article complet avec tout un tas de sources qui sont beaucoup de ces graphes-là. Donc, si ça vous intéresse, tapez, vous prenez ça là, vous faites un copier-coller, vous allez tomber sur l'article du Financial Times. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, donc ça, c'est la partie immobilière qui est en train de se casser la gueule, mais les autres secteurs sont vraiment sur la trend pré-pandémique au niveau croissance du PIB, l'immobilier qui est l'homme malade de la Chine, on le voit de quarter en quarter, et il n'y a pas de rémission pour l'instant, c'est vraiment très très compliqué. Donc, comme on le voit, donc ça, c'est le GDP grosse, la contribution au PIB de l'immobilier est négative. C'est honteux. Alors, cette année, il disait que la Chine allait avoir 5%. Mais en fait, ce sera plutôt l'IMF à réviser à 5,4%. Ça, c'est bien. Il y a quand même des bonnes marges de manœuvre au niveau de la Chine. Quelles sont ces marges de manœuvre au niveau de la Chine? Pas d'inflation, des prix à la production qui sont négatifs. 4,5% au niveau des taux. Et le Large Banks Cash Requirement Ratio qui est à 10,5%. Pays européens occidentaux, 0,1 à 1%. Donc... il y a quand même de la place d'un point de vue monétaire. Si le PIB n'est pas drivé par l'immobilier, qu'est-ce qui le pousse? On a la green economy, la digital economy et les autres. La situation sur le real estate, elle est toujours aussi mauvaise. Chute à l'arrière du peloton. Sur le green digital economy, sur les autres, elle est toujours plutôt dans du positif. Et pour le coup, pour regarder les publications de résultats des entreprises chinoises que j'ai en portefeuille, effectivement, les publications déçoivent quand même assez peu, hein, il faut quand même le dire. Donc, on va voir ce qui se passera sur les prochaines publications, bien sûr. Donc, la quatrième révolution industrielle, c'est Green Deal, le Green Economy, les panneaux solaires, les drones, téléphones, les trains, les batteries, les éoliennes, les robots industriels, le e-commerce, les machines équipements, semi-conducteurs, véhicules électriques. Toute cette industrie en 2005. Et voilà où on en est maintenant. Donc vous voyez le boom. Donc vous voyez le boom exceptionnel que ça a créé, c'est important. On a atteint des all-time high au 2022 sur les trades entre les États-Unis et la Chine, donc ça reste quand même très important. C'est important de remettre en perspective quels sont les chiffres actuellement au niveau des échanges bilatéraux entre les États-Unis et la Chine. Comment la Chine s'expose indirectement via le Vietnam vers les États-Unis. Donc ce qui est excellent, c'est que vous avez les exports vietnamiens vers les États-Unis et vous avez en parallèle les imports vietnamiens de la Chine. Et vous voyez que les deux courbes sont vraiment très très similaires. Donc en fait, on peut imaginer qu'il y a un effet de j'achète en Chine, je revends aux États-Unis. Export of final goods from the US, export of intermediate goods from China. Interprète. Oui. Donc ça veut dire que on exporte des pièces, on les assemble et on les exporte aux États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a quand même un minimum de... Effectivement, on vend pas le produit fini et effectivement, peut-être qu'on perd de la valeur ajoutée d'un point de vue de la Chine, mais on arrive toujours à s'exposer aux États-Unis. On vit la même chose avec les pays de l'ASEAN, donc de l'Asie du Sud-Est. Important de le signaler et d'être conscient de ces nouveaux canaux indirects qui existent. Et via l'Inde, alors du coup, voilà, Chine, US, Inde, le triangle infernal. Vous avez les imports de l'Inde vers la Chine qui deviennent massifs
et vous avez les exports vers les États-Unis qui sont tout à fait corrélés. C'est assez impressionnant. Et donc, on voit que les parts de marché sur le World Manufacturing, donc la production mondiale en Chine, donc la partie export et la partie domestique, vous avez un pourcentage de 32%. Alors oui, 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 ah oui, oui. on parlait de Apple qui se découplait de la Chine. Donc oui, il y a eu un effort de fait pour se découpler des lignes de production chinoises. Donc par exemple pour l'iPhone, effectivement, il n'y a plus que 85% des iPhones qui sont produits en Chine. Il n'y a plus que 85% des AirPods qui sont produits en Chine. Il n'y a plus que 95% des Macs qui sont produits en Chine. Et il n'y a plus que 90% des iPads qui sont produits en Chine. Et effectivement, on voit quand même que c'est une tendance. Donc on peut imaginer que la tendance, elle puisse descendre. Mais donc effectivement, il y a un découplage qui est en train de se faire, mais il faut quand même voir quelles sont les proportions de ce découplage. Autre sujet, la Chine fait partie des pays qui ont le plus gros taux d'épargne, mais quand on parle de taux d'épargne, c'est énormissime par rapport au GDP. D'un point de vue politique, ils arrivent à débloquer ça. Ça va swinger. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis. Ok, alors, Exhibit 16, les USA et la Chine sont des pays qui dépensent le plus en R&D. Bien sûr, la consommation des particuliers a encore beaucoup de place, et c'est la politique chinoise qui veut absolument passer d'une politique de la production à une politique de consommation interne. Donc en conclusion, la Chine n'est pas sans gros challenge économique, mais il y a de bonnes raisons d'autant plus que l'économie ne performe pas à son plein potentiel, que la Chine fondamentalement paraît costaud, qu'il y a de la place pour le gouvernement pour pousser la croissance de la Chine. Ça devrait continuer à croître dans un futur proche. Donc, c'est une étude complètement biaisée de ma part. Il faut comprendre que cet exercice, c'est un biais de confirmation. Je suis allé chercher des informations qui me confortaient dans ma thèse d'investissement. J'ai pris tout un tas d'informations que je lis naturellement quand je fais des recherches ou quand j'ai des articles qui m'intéressent qui passent. Mais forcément, Google, YouTube, a compris que j'étais très intéressé par l'économie chinoise, que je favorisais souvent des articles qui étaient positifs sur la Chine. Donc, ils me proposent des articles qui sont positifs sur la Chine. Ils me proposent du contenu qui est positif sur la Chine. Et donc, moi, je vais manger cette soupe qui est positive sur la Chine. Bien fouetté. C'est goûtu. Hein. Donc, je vais avoir un biais qui va s'auto-entretenir. Et donc, à la fin, je vais être complètement fou sur la Chine. Et c'est quoi la prochaine étape? Je vais passer 100% de mes économies sur la Chine? Non, ça serait complètement idiot. Donc, surtout, faut raison garder. Faut rester conscient que le risque est présent, que, effectivement, le risque géopolitique reste important. Quand on parle de pourcentage de risque avec des scénarios, le scénario de l'invasion, il est important. J'ai personnellement choisi de m'investir à une certaine hauteur sur la Chine, mais je ne compte pas augmenter mon exposition. Je vais d'ailleurs probablement vous présenter... C'est ça qui est fou, c'est que je vous dis A, puis je vais vous dire B bientôt. Parce que là, je vais vous présenter une entreprise, encore une entreprise chinoise au prochain épisode. Bon, avant, je vais vous présenter une entreprise japonaise, mais encore ensuite, je vous présenterai une entreprise chinoise. De toute façon, je trouve des entreprises qui m'intéressent, ça m'intéresse de vous les présenter, et je vais vous les présenter. Il faut quand même garder une certaine raison dans nos investissements et faire des scénarios. C'est-à-dire que de se dire, ok, j'ai une thèse d'investissement, elle est probablement bonne, c'est intéressant, mais combien de chances j'ai que cette thèse d'investissement soit positive? Combien de chances j'ai que cette thèse d'investissement soit négative? Et si jamais j'avais le signe noir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds 100% de mon argent ou pas? Bon, ça m'a beaucoup amusé de faire cet exercice. Je trouve que les informations que j'ai trouvées d'ailleurs sont plutôt bonnes. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, que les informations que je vous ai données vous auront intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. 谁的笑